dans tes dents. Hello, c'est Margot. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Hello les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver par ici. Vous faire découvrir un peu plus le monde de la dentisterie, tous les soins qui existent, ainsi que les compétences des hommes et des femmes qui exercent pour votre santé bucco-dentaire. Si vous aimez le podcast, eh bien parlez-en autour de vous, mettez des petites étoiles sur l'application de votre téléphone et surtout, incitez vos proches à écouter. En effet, c'est le meilleur moyen pour que Dans tes dents gagne en visibilité. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que l'on traite, eh bien contactez-nous via Facebook ou Instagram @dantesdents.podcast. Dans tes dents est à retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute. Et maintenant les amis, place au 7e épisode. Hello les copains. Alors aujourd'hui, c'est de la bombe. Nous allons vous présenter Guillaume, le docteur Guillaume Joigny, endodontiste exclusif à Paris. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'endodontie est une spécialité qui traite des racines des dents. Après ses études, Guillaume est parti 3 ans aux États-Unis pour se spécialiser en endodontie. Accrochez-vous les copains, car Guillaume est un passionné qui a la bougeotte. C'est un conférencier hors pair reconnu à l'international. Il a également publié 2 livres consacrés à sa spécialité. Ces livres sont à destination des dentistes, mais pour ceux que ça intéresse, nous vous mettrons le lien dans la description de l'épisode. Nous avons parlé avec Guillaume des soins des racines et de comment sauver les dents, mais aussi de bricolage, de choix à contre-courant et de la différence entre capacité et compétence. Les caries, les rages de dents, les dents nécrosées, quels sont les symptômes d'une dent malade ? Comment conserver vos dents grâce à l'endodontie ? Est-ce que, après un traitement endodontique, vos dents resteront fonctionnelles ? Si mon dentiste peut faire le traitement, pourquoi est-ce que j'irai voir un spécialiste en endodontie ? Le docteur Guillaume Joigny a répondu avec conviction et pédagogie à toutes ces questions. Nous vous laissons en très bonne compagnie les copains. Bonne écoute et surtout, prenez soin de vos dents. Salut Guillaume. Salut. Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. En plus, on est à quelques kilomètres de distance, puisqu'on enregistre ce podcast pendant le confinement. Là, t'es où toi en ce moment ? Moi, je suis dans ma maison familiale secondaire dans le sud, qui est la maison dans laquelle j'ai un peu grandi tous les étés, passé toutes mes vacances. Et j'ai rapatrié... En fait, je suis venu pour les élections, parce que c'était les élections municipales qui ont été maintenues. Je suis pas sûr que ce soit forcément politiquement le meilleur geste qui a été fait par le gouvernement. Mais, et donc, je suis venu ici pour les élections. Et en fait, le confinement a eu lieu pile poil à ce moment-là. Et donc, comme il y avait ma mère qui était là, etc., et qu'elle est forcément dans la tranche un peu à risque, je suis resté ici avec elle. Donc, on est confinés dans le sud. D'accord, ok. Et on pense vraiment à tout le monde parce que nous, on a des conditions qui sont exceptionnelles. On a beaucoup de chance. Et on pense vraiment à tous ceux qui sont confinés chez eux dans des surfaces forcément un peu plus petites et qui c'est pas forcément toujours simple. Et puis tous les gens qui sont malades, donc voilà, on pense à eux. Ouais, merci pour ces mots-là. T'as entièrement raison et je te rejoins à 200%. Oui, parce que là, t'es donc dans le sud, je crois, vers Toulouse, c'est ça ? C'est ça, ouais, Gaillac. Vers Gaillac. Sinon, tu vis à Paris. Sinon, je vis à Paris et je suis donc dentiste, endodontiste, mais on va en parler, à Paris, ouais, à l'école militaire. Parfait. Donc, en fait, ça amène tout de suite ma première question. C'est quoi un endodontiste, Guillaume ? Alors, un endodontiste, je le dis doucement parce que... C'est dur à dire. Tous nos patients et tous ceux qui ne connaissent pas ont beaucoup de mal. C'est la personne qui s'occupe de l'intérieur des racines des dents. C'est-à-dire que l'odonte, c'est la dent, et l'endodonte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la dent. Et à l'intérieur des dents, il y a quoi ? Il y a tout un espace un petit peu creux, mais qui est rempli avec le nerf, la vascularisation de la dent. Tout ça, c'est utile pour l'évolution et l'édification, la création de la dent.
avant qu'elle existe, le nerf à l'intérieur, et puis il reste à l'intérieur, et ce nerf, on en reparlera, mais ça reste un petit signal d'alarme quand on a des caries ou des maladies, enfin voilà, ce petit système d'alarme douloureux. Donc nous, on s'occupe, les endodontistes, du traitement de l'intérieur des dents, et en particulier des racines, parce que ce qu'on traite, nous, c'est surtout l'intérieur des dents, mais ce qu'on voit des dents, c'est vraiment la partie émergée, et ce qui fait que cette dent que vous voyez dans la bouche tient, c'est parce qu'elle a des racines comme une plante. Et ces racines, elles sont assez longues, elles peuvent être assez longues, et elles sont ancrées dans l'os. Et nous, on va à l'intérieur de ces racines. Donc ça, c'est notre travail. Donc si je résume, pour pas te couper, un endodontiste soigne toutes les maladies qui sont à l'intérieur des dents, où il y a plein de choses assez complexes qui se passent et qui envoient des informations à tout l'organisme. Mais ça, on reviendra dessus après. Donc, un endodontiste qui fait des soins d'endodontie, c'est donc sa spécialité. Est-ce que tu peux rapidement expliquer comment on devient endodontiste, comment toi t'es devenu endodontiste et par quel parcours t'es passé? Alors, le parcours n'a pas été... c'est-à-dire, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant je veux être endodontiste. Ce qui s'est passé, ça a commencé... Au début, moi, je voulais faire un peu comme tout le monde. Donc, moi, j'ai fini mes études en 2008. Ok. Et j'ai fait un peu comme tout le monde. Je voulais faire le truc un peu à la mode, qui était l'implantologie. Et l'implantologie, c'était vraiment le truc qui était... à la mode dans les années entre 2000 et 2010, disons. Ok. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en dernière année de dentaire, tous mes copains sont partis à l'étranger pour faire Erasmus, etc. Et puis moi aussi je voulais, mais pour des raisons familiales, mon père était malade. Bon bref, j'ai pas pu partir à l'étranger, donc j'étais obligé de rester en France. Et en fait, pendant cette 6e année dentaire, on fait pas, enfin en tout cas nous à Paris, on faisait vraiment pas grand chose. On avait, je sais pas, je crois 3 demi-journées de clinique. Ok. Et j'avais pas trouvé de cabinet qui correspondait à ce que je cherchais pour faire un stage. Et donc, c'est vrai que j'avais beaucoup de temps sur les mains. Et donc, je m'étais fixé 2 objectifs. Enfin, le premier, c'était de poser un implant pendant ma dernière année de dentaire, ce qui était très transgressif à l'époque parce que c'était vraiment un domaine qui était réservé aux sachants. Et donc, j'avais fait un peu un scandale en disant il n'y a aucune raison, je te poserai un implant. Et j'ai fini par poser un implant quand même. Et c'est les seuls de ma vie. Je les ai posés sur ma mère et elle les a toujours. Donc de ce côté-là, tout va bien. Mais comment t'expliques comment t'expliques cet attrait et cette envie des étudiants en dentaire à notre époque, puisqu'on a quasiment le même âge et on a été diplômés au même moment. Comment t'expliques que tout le monde voulait faire de l'implantologie à l'époque? Je pense qu'il y a 3 choses. La première, c'est l'attrait pour quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas vraiment d'implantologie, on ne pratique pas l'implantologie en tant qu'étudiant, ou en tout cas à l'époque. Et ça a un côté très super technologie, voilà, quelque chose qui est vraiment très très on voit ça de loin, et il y a un certain respect de la profession envers cette nouvelle technologie, une espèce de transhumanisme. L'implantologie, c'est un peu l'homme amélioré, D'accord, si tu veux, c'est un peu le Robocop. Donc il y a ce côté, voilà. Je pense que la deuxième chose, c'est le côté chirurgien. Il y a vraiment un attrait pour les gens en dentaire, enfin, pas tout le monde, mais la chirurgie, le sang, le fait de se dire que quelque part, si on fait de la chirurgie, on est un meilleur dentiste que si on n'en fait pas, alors que c'est absolument faux d'après moi. Et la troisième chose, malheureusement, c'est que c'est lucratif. Et donc, c'est vrai que les implants, et on pourra en parler, mais la pose d'un implant, c'est quelque chose qui est très bien rémunéré. Et même la restauration d'un implant, c'est-à-dire l'implant, c'est la racine qu'on pose dans l'os, mais après, on va mettre une couronne par-dessus. Et c'est vrai que cet acte global, la pose de l'implant plus la pose de la couronne sur l'implant, c'est quelque chose qui a toujours été très lucratif et où est très peu encadré par la sécurité sociale. Donc, à la fois, il y a un côté rémunérateur,
et de l'autre, la sécurité sociale qui laisse un petit peu tranquille les gens qui posent des implants. Donc je pense que c'est un peu ces trois choses. Rajouter à ça le côté spectaculaire et le côté un peu chirurgien de la chose rendre la spécialité assez attrayante, c'est ça? Exactement, mais je pense que là, on est en train d'assister à la fin de cette époque de l'implantologie pour plusieurs raisons. La première, c'est que on se rend compte que ça marche, mais ça marche pas si bien que ce qu'on pensait. Et donc, on revient, il y a un petit rétropédalage justifié, je pense, scientifiquement établi sur le fait que les implants, à long terme, ne vont pas durer toute la vie, ou en tout cas, il ne faut pas partir en se disant que quand on a un implant, ça va durer toute la vie. Et puis la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, c'est plus un marché de niche, c'est-à-dire que tout le monde pose des implants. Les systèmes se sont extrêmement simplifiés. La procédure chirurgicale est devenue beaucoup plus abordable. Et du coup, on a assisté à vraiment une explosion du nombre de gens qui posent des implants. Et donc, une difficulté pour les spécialistes de vraiment avoir une pratique remplie et qui fonctionne bien. Et parallèlement à ça, l'endodontie, qui est donc notre spécialité, elle a connu un boom technologique depuis les 20 dernières années, mais on va en parler. Les taux de succès ont augmenté et les gens prennent conscience aussi que finalement, garder sa dent, c'est pas si mal. Et donc, on est en train d'assister, c'est mon analyse, on verra dans 10 ans si elle est fausse, mais j'ai l'impression qu'on assiste exactement en endodontie à ce qu'on a assisté il y a 20 ans en implantologie. Il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui font de l'endodontie de manière exclusive, c'est-à-dire uniquement de l'endodontie. Comme nous. Sans parler de leurs compétences ou de leur formation ou quoi que ce soit, il se trouve que il y a plein de gens qui font ça. Et donc, je pense que là où il y avait peu de gens qui pratiquaient l'endodontie exclusive il y a une dizaine d'années, je pense que dans 10 ans, on va se retrouver au même point que l'implantologie. Et comment, à ce moment-là, toi, t'es tombé dans l'endodontie? Parce que moi, je me souviens que quand tu disais que t'étais un peu passionné d'endodontie, tu passais pour un extraterrestre. Hein, et même le président de mon jury de thèse, le jour de ma thèse, m'a dit non, mais fais pas ça, va poser des implants comme tout le monde, ce sera plus facile la vie, tu verras, tu t'en sortiras mieux et tout. Donc, quel a été l'élément déclencheur chez toi? Alors, plusieurs choses. Moi, je suis très bricoleur. J'aime beaucoup bricoler des trucs, les Lego, les machins. Enfin, j'ai toujours bricolé, fait un peu de l'électricité, reparé tout chez moi. Quoi. Donc, je suis un peu un touche-à-tout de ce côté-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que notre métier, c'est quand même beaucoup du bricolage, disons de précision, mais ça reste quand même un métier très technique et qui demande un petit peu d'agilité manuelle et de vision, de compréhension dans l'espace. Et en fait, quand je suis arrivé donc en 6e année, j'avais beaucoup de temps et le deuxième objectif que je m'étais fixé, on avait un microscope dans un coin de la salle et mon enseignant à l'époque est devenu un ami et qui m'a beaucoup aidé dans mes études, qui est Franck Decup, qui est maître de conférence à Paris 5 et qui est un enseignant extraordinaire, m'a dit il y a ce microscope qui est là, si tu veux tu peux l'utiliser. Et moi j'ai vu le truc et je me suis dit wow, c'est génial. Et il m'a dit la première chose à faire ce serait d'écrire un mode d'emploi pour ce microscope parce que personne ne sait vraiment l'utiliser. Et donc, je me suis dit, allez, je vais faire un mode d'emploi pour le microscope. Et c'était un microscope, vraiment, c'est un best-seller en dentisterie aujourd'hui. C'était un Pico de chez Zeiss, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est un microscope tout bête. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait le mode d'emploi et j'ai ouvert une consultation qu'on avait appelée le MIC, parce qu'on était à Ivry. Enfin, j'étais tout seul, mais oui. C'était le Microscope Ivry Consultation. Et donc, j'avais appelé ça le MIC, mais c'était un peu pour rigoler. Hein. Et donc, mes copains m'envoyaient, en 6e année, les cas en disant vas-y, ça c'est naze, moi je veux juste faire mes quotas. Et, voilà. Et moi, j'étais absolument libéré de tout quota parce que
parce que je venais en plus. Donc, je venais en plus dans une salle que personne voulait utiliser parce qu'il y avait cette espèce de microscope dont personne vraiment savait se servir. Et voilà, moi, je trouvais ça extraordinaire. Je pouvais passer 4 heures. Et d'ailleurs, je passais 4 heures, même 8, même 12 sur le même patient, les pauvres. Et c'est comme ça. Et j'ai découvert aussi les ultrasons, c'est-à-dire des petits instruments très très fins qui vibrent et qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec les instruments classiques. Donc en fait, le microscope m'a vraiment fait découvrir un nouveau monde et je me suis pas. En fait, la contingence financière n'a jamais été un souci. Non pas que je suis héritier d'une grande famille, mes parents sont profs de français, donc j'ai pas eu d'argent de famille. C'est pas ce qui te motivait, Mais au quoi. contraire, ils m'ont. Ouais, si tu veux, j'ai pas grandi avec l'argent comme valeur repère. C'est pas, je me suis jamais dit, tiens, je vais faire dentiste parce que je vais gagner de l'argent, ou tiens, je vais faire cette spécialité parce que je vais gagner de l'argent. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire de l'endodontie, c'était pas évident, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on dit tu veux faire de l'endo, ah bah oui, je comprends, etc. À l'époque, pas du tout. C'était vraiment le début du microscope, enfin du microscope à la fac en tout cas, parce qu'il y a bien sûr bien d'autres spécialistes avant moi. Et des très bons spécialistes, on en a plein à Paris. C'est ceux qui ont même écrit les bases de notre spécialité, au final. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, quand tu étais étudiant et que tu disais très tôt, bah moi en fait l'endodontie ça m'amuse, les gens te regardaient un peu comme t'es un peu bizarre, toi. Ouais, comme un extraterrestre. Et mais bon, c'est pas la première fois qu'on me dit que je suis bizarre, donc je le prends bien maintenant. Et puis après, donc j'ai fait ça. Et puis après, ça a été, et je pense que c'est surtout ça qui fait les choses. Ça a été une rencontre. Et cette rencontre, ça a été avec Bertrand Cayette, qui est un spécialiste mondialement reconnu dans la discipline. Et en fait, déjà en 6e année, je faisais des présentations à la fac, des espèces de mini-conférences pour les soirées mythiques. C'était les soirées qui allaient sponsoriser nos voyages de désintégration. Et donc, j'avais fait des films sous microscope, mais il faut remettre ça à l'époque de 2008, c'est-à-dire que présenter des films de traitement de racines sous microscope, c'était juste, les mecs n'avaient jamais vu ça. Et donc, je faisais ça et j'ai croisé Bertrand Cayette. Je m'intéressais à beaucoup de trucs. Donc, comme j'avais beaucoup de temps, j'allais à toutes les conférences que je pouvais à Paris. Je faisais service de sécurité, je faisais la porte d'entrée, tout ça. Et un jour, j'étais à une conférence où j'avais été invité et je faisais les vestiaires. Mais du coup, ça me permettait d'aller voir les conférences. Et j'ai croisé Bertrand Cayette et on a parlé de chirurgie. Et il m'a dit un truc genre... je me suis dit, ok, il a rien compris à ce qu'il raconte. Et puis en fait, c'est moi, bien sûr, qui avait rien compris. Et il m'a dit, mais si tu veux, passe au cabinet. Et puis de là, je suis allé l'assister au cabinet et j'avais l'assurance d'un étudiant qui finit dentaire, c'est-à-dire que on pense qu'on a tout compris, alors qu'on a juste le droit d'aller traiter des patients en libéral, mais en fait, on n'a rien compris. Et donc, j'avais cette assurance-là. Je suis arrivé dans son cabinet, je l'ai vu traiter des patients et je n'ai rien compris. Donc lui était endodontiste, hein. Lui, il est spécialiste et je pensais avoir au moins les bases. Mais c'est-à-dire que je me souviens, la première fois que j'y suis allé, il m'a dit, tu vas aller avec mon assistante, tu vas faire le screening des patients, c'est-à-dire que on regardait avant les motifs de consultation, les radios, etc. Et l'assistante me disait, ah, ça c'est fêlé, ah, ça c'est plutôt pour une chirurgie. Et je la regardais, je dis, mais n'importe quoi. Je la regardais vraiment en me disant, elle se prend pour qui? Elle n'a rien compris. Bon, j'ai bien vite compris que c'était moi qui avait rien compris. Et donc, en fait, elle avait raison sur tout. C'est-à-dire que l'assistante était bien plus formée et bien plus avancée en endodontie que moi. Et de là, je me suis dit, bon, allez, il est temps de remettre son ego dans sa poche et puis de commencer à ouvrir ses oreilles et ses yeux. Donc, si je résume... Et ça a duré... Si je résume... Pardon ? Si je résume, tu te retrouves en fin de tes études comme un extraterrestre passionné d'une discipline où tu te sens un petit peu seul. Et au final, tu trouves un grand spécialiste, qui est lui-même déjà un extraterrestre, parce qu'à leur époque, c'était encore plus rare. Tu vas le voir chez lui et tu tombes amoureux de cette discipline. Ouais, c'est-à-dire que en fait, comme tout ce qui m'intéresse, en tout cas personnellement, c'est-à-dire que je suis tombé sur un truc que j'ai pas compris. Et ça m'énerve. C'est-à-dire que je dis pas que je comprends tout, mais en tout cas là,
j'avais toutes les clés en main, tous les outils. Enfin, il me semblait que j'avais tous les outils en main pour comprendre ce qui se passait, et malgré tout, je comprenais pas. Et j'ai été ébloui par ouais, cette intelligence qu'il avait, cette façon d'expliquer, cette ouverture d'esprit, c'était vraiment comme si tu veux, comme un sculpteur. Tu vois un bout de bois, moi je vois un bout de bois, et lui il voit, tu vois un cheval, et tout doucement le cheval prend forme sous ses petits coups de marteau. Bah là c'était la même chose. Il utilisait jamais les mêmes instruments. C'était vraiment du travail sur mesure, mais le résultat était à chaque fois parfait, et je ne comprenais pas comment. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible. Je pars pas d'ici sans avoir compris. Et je suis toujours pas parti parce qu'il y a encore des trucs que je comprends pas, donc donc je continue. Ok, et donc à ce moment-là, comment t'as fait ton choix pour savoir où t'allais te former et apprendre cette discipline? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc bon, en parallèle à la fac, j'avais fait un master de biologie cellulaire, j'avais fait plusieurs certificats de prothèses, de trucs, enfin voilà, pour passer le temps. Et, et donc, je me suis retrouvé assistant à la fac, enfin prof donc à la fac, enfin enseignant à la fac assez rapidement, 2 ans après être sorti. Donc j'étais pareil, j'étais assez jeune. C'était pas évident parce que du coup, j'avais comme étudiant des gens qui étaient des amis et avec qui je sortais le soir. Donc il a fallu encore là apprendre d'autres trucs qui étaient comment réussir à maintenir cet équilibre subtil entre accessibilité et légitimité. Mais donc j'étais enseignant à la fac, et puis ça dure 4 ans normalement, enfin on peut faire 4 ans d'assistant comme ça. D'accord. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit mais en fait là j'ai l'impression de stagner, et j'avais dit à Bertrand Kayat, mon mentor, je lui avais dit, moi je vous préviens, le premier jour où je suis arrivé, je lui ai dit, je vous préviens, je veux pas être endodontiste exclusif. C'est hors de question, je serai jamais spécialiste de ma vie. Il m'a dit, bah il y a aucun problème, c'est bien de savoir ce que tu veux, etc. Bon, lui il rigolait intérieurement parce que il sait très bien qu'on sait jamais vraiment ce qu'on veut, mais et puis au bout d'un moment, j'ai commencé très rapidement. Il y a un Jean-Charles Michonneau qui était pareil, enfin, dont Bertrand Kayat était le mentor, qui m'a dit bah, si tu veux, chez moi, j'ai une salle, un microscope ouvert un jour par semaine. J'ai pas de patient à te filer, mais si tu veux venir, tu peux. Ok. J'y suis allé. Et puis j'ai eu un patient un mois, puis 2 patients le mois suivant, et puis du bouche à oreille comme ça, parce que c'était pas l'époque de Facebook, c'était pas l'époque des réseaux sociaux. Donc en fait, le réseau que tu pouvais faire, c'était vraiment du bouche à oreille. Et puis si les patients étaient contents, et puis voilà. Et donc puis finalement en 2 ans et demi, j'étais plein complètement, et puis donc c'était bien. Donc il y avait une demande. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je stagne. C'est-à-dire que j'ai beau lire, j'ai beau aller à toutes les conférences, j'ai beau lire la littérature scientifique, etc. Il me manque un outil qui est la formation, en fait. C'est-à-dire que t'as beau avoir toutes les ressources possibles, c'est comme si j'avais toutes les ressources possibles, mais que j'étais myope parce que j'avais pas de lunettes. Ouais. Et si tu veux, t'as beau avoir tout ce que tu veux devant toi, si tu sais pas lire, si tu sais pas comprendre, si on t'a pas appris à lire, si on t'a pas appris à comprendre, et on a l'exemple en ce moment avec les études, par exemple, du professeur Raoult, il y a toute une partie de la communauté scientifique qui s'insurge en disant, mais enfin, la méthodologie, etc. Et moi, tout ça, je ne savais pas, je n'étais pas capable d'analyser de façon critique les ressources qui étaient à ma disposition. Et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, quand on traite un patient, on traite ce patient pour lui donner les meilleures chances de succès sur son traitement. Et chaque geste qu'on fait, il est supporté par plusieurs recherches. On ne fait pas les trucs au hasard. Ça s'appelle la dentisterie fondée sur la preuve. Et ces preuves-là, si on n'est pas capable de les récolter, de les analyser et de les évaluer de façon critique, bah dans ce cas, on vaut pas grand-chose. Et puis, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, je stagne. Et c'est vrai que Bertrand Kayat, lui, il était parti aux États-Unis, et il en parlait toujours avec beaucoup de nostalgie en disant que c'était vraiment les meilleures années de sa vie. Et je me suis dit, pourtant, j'étais assez casanier, mais je me suis dit, bon, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai mis de l'argent de côté. J'ai arrêté complètement, j'ai fermé mon cabinet, enfin voilà ma pratique, ce qui était un peu, en fait inconscient. Et j'ai appliqué pour
pour une école aux États-Unis. Et aux États-Unis, pourquoi ? Parce que j'avais envie d'apprendre plus l'anglais. Je parlais pas extrêmement bien anglais. Et puis, je voulais aussi une expérience de vie. Je me suis dit si je voulais le faire à fond. Et donc, si j'étais resté, par exemple, à Paris ou si j'étais allé proche, ça aurait pas été, à mon sens, une coupure totale. Et cette coupure totale que je m'imposais, mais ça s'est avéré après, me forçait à remettre tout à plat, me remettre dans la peau d'un étudiant, aller me confronter à des personnes qui me connaissent pas, me confronter à un langage que je connais pas, voilà, me mettre en danger. Et je pense que je voyais une citation que j'aime beaucoup il y a pas longtemps, c'est, enfin, sans ordre, rien ne peut exister, et sans chaos, rien ne peut évoluer. Bah voilà, moi j'étais à un moment de ma vie où tout était en ordre, et quelque part, sans ordre, tout ça ne pouvait pas exister, mais j'avais besoin de mettre un peu de chaos pour évoluer. Ok. Et ce chaos, ça a été, voilà, tout mettre en bazar et partir dans un pays que je connaissais pas, qu'une langue qui était pas facile, et voilà, c'était une mise en danger. Et ça, dans mon cas, en tout cas, ça a été, je trouve, assez positif. Donc, tu as choisi les États-Unis. Tu es resté combien de temps là-bas? Combien de temps a duré ta formation là-bas? Alors, j'ai choisi les États-Unis. En fait, j'ai regardé, j'ai fait simple, j'ai regardé, je me suis dit, c'est quoi le meilleur programme au monde? Et c'était aux États-Unis, c'était à Philadelphie. Et en fait, c'est très bizarre parce que j'ai appliqué, j'ai envoyé mon dossier, mais je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je connaissais pas les gens là-bas. Et en fait, j'ai eu un peu de chance parce que donc du coup mon mentor m'avait écrit une lettre de recommandation, mais il connaissait le directeur du programme là-bas. Et moi je le savais pas du tout. Enfin, je savais pas qu'il se connaissait. J'ai vraiment fait ça de mon côté. Et en fait, le directeur de mon programme a appelé mon mentor en lui disant: est-ce que c'est une vraie lettre de recommandation ou est-ce que tu le connais pas et tu m'as fait ça juste pour que je sache? Et mon mentor, gentiment, lui a dit: non, je t'assure, c'est une vraie lettre de recommandation. On a écrit des articles ensemble. Il vient toujours bosser au cabinet. Enfin, voilà, c'est une vraie lettre de recommandation. Après, tu fais ce que tu veux, mais c'est une vraie lettre de recommandation. Et donc, j'ai eu une première. Donc, en fait, ce que je savais pas, c'est que j'ai envoyé mon dossier beaucoup trop tard. Je l'avais envoyé en août 2011 pour un début de programme juillet 9 juillet 2012. Donc, tu vois, et je l'ai envoyé mon dossier le 12 août 2011. Ok. Et donc, moi, je pensais que j'étais très large, alors qu'en fait, ils avaient déjà choisi complètement leur classe avant. Ils les prennent un an avant leur classe, mais moi, je savais pas. Ok. Et puis, ils prennent, il y a 400 trucs, on est 8 à avoir la place. Donc, si tu veux, c'était vraiment, j'étais Ah oui, d'accord. Donc, il y a une grosse sélection d'entrée en fait ouais. dans ces programmes de formation. Et donc là, la formation, elle a duré combien de temps? Combien de temps t'es resté aux États-Unis? Alors, la formation, elle devait durer 2 ans. Ok. Elle devait durer 2 ans. Et en fait, moi, je suis resté 3 et demi. Okay. Parce qu'au bout de 2 ans, j'ai fini mon certificat. Ils m'ont dit non, mais ce serait bien que tu restes pour de la recherche. Mais je leur ai dit oui, mais moi, je suis ruiné. Enfin, je veux dire, ça coûte très cher la formation aux États-Unis, donc j'ai plus rien. Il faut que je retourne travailler. J'ai un prêt, voilà. Okay. Et ils m'ont dit non, mais on te trouve une bourse. Et donc j'ai pu rester 1 an et demi de plus à faire un master en microbiologie. Et donc j'ai travaillé sur les biofilms et des trucs comme ça. Ok, donc t'es allé encore plus loin que la formation d'endodontiste, quoi. Et tiens, et d'ailleurs ton passage aux États-Unis, je peux sortir un petit peu du champ très rapidement, mais si tu as un retour à nous faire sur la formation des Américains par rapport à la formation française, elle est quoi? Moins bonne, meilleure, équivalente? Quel avantage a-t-on à aller faire dentaire aux États-Unis par rapport à dentaire en France, par exemple? Alors là, il y a, en fait, il faut voir quelque chose qu'on ne voit pas en France. C'est que l'argent est au centre de la formation. Enfin, l'argent est au centre de beaucoup de choses aux États-Unis. La fac que j'ai faite moi aux États-Unis, c'est une fac privée. Il y a des facs qui sont supportées par les États, d'autres qui sont fac privées. Donc, pour un undergrad, c'est-à-dire pour un étudiant en dentaire pour une formation initiale, ça doit être aux alentours de $45,000 l'année, le prix de l'inscription. Là où nous, en France, je crois que c'est 400 € ou quelque chose comme ça. Donc, c'est $45,000 l'année. La formation, moi, l'inscription, c'était $92,000 l'année. Ça fait mal rien que de le redire. Et donc, à partir du moment où on dépense cette somme d'argent,
on a des moyens que forcément on n'a pas en France. C'est-à-dire que les moyens à la disposition des étudiants aux États-Unis est quasi illimité. Ok. Et le rapport avec les enseignants aux États-Unis est également complètement différent parce qu'il y a une forme de clientélisme quelque part. C'est-à-dire que là où on peut dire en France quelque chose comme je travaille que avec les étudiants qui m'intéressent parce que les autres, si ça vous intéresse pas de bosser avec moi, les bosser avec quelqu'un d'autre. Aux États-Unis, ça c'est pas possible parce que les étudiants ils ont payé et donc il y a une certaine forme de devoir. Donc du coup, la relation n'est pas vraiment la même. Ok. En termes de formation initiale, ceci dit, honnêtement, en tout cas dans l'université dans laquelle j'ai été, mais je pense que c'est un peu partout pareil, je vois d'autres services, la formation initiale me paraît bien meilleure en France. Initiale. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça c'est bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, la formation initiale me paraît meilleure en France. Pour quelle raison ? Pour deux raisons. La première, c'est que ils sont entraînés dès le départ à avoir un système où on adresse les patients. C'est-à-dire que dès le départ, eux, ils sont formés à de toute façon, c'est plus pour ta culture générale que tu apprends ça, mais sauf si tu fais une spécialité, tu ne seras pas amené à le faire dans ta pratique parce que tu adresseras tes patients. Ça, alors que nous, on nous forme à tout faire. Ok. Et la deuxième chose, nos études sont un petit peu plus longues et on a quand même des talents en France. On a une dentisterie qui est quand même beaucoup moins invasive. Ok. Par contre, en formation continue, c'est-à-dire en spécialité, ils sont forcément meilleurs que nous puisque ça n'existe pas en France. Enfin, en tout cas, bien sûr qu'il y a quelques programmes qui existent, mais c'est à la marge. Ouais. Aux États-Unis, chaque fac, et donc il y a 50 États, il y a plusieurs facs par État, a son programme de spécialité de chaque spécialité. Donc forcément, en termes de formation continue, ils sont bien meilleurs que nous. Et vu que tout est payé, on a accès, moi j'avais une carte unique mais qui me donnait accès, j'allais faire des micro-scanners dans la fac vétérinaire, j'allais faire mes études de micro-city en engineering, je faisais de l'impression 3D j'avais accès à tout le campus et il suffisait de passer un coup de téléphone en disant que j'étais étudiant dans tel domaine et les portes étaient ouvertes. Donc j'avais accès à des technologies où aujourd'hui il faut remplir 3 mois de papier pour essayer d'avoir quelque chose qui a 10 ans. Donc, si tu veux, c'est un peu le pendant. Formation initiale meilleure en France, formation continue sans comparaison aux États-Unis. Ok, parfait. Merci Guillaume. Donc là, tu reviens après en France pour exercer tout ce que tu as appris et le développer à Paris. Et donc, tu ouvres ton cabinet d'endodontie. Dans tes dents. Les soins dentaires sans langue de bois. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Guillaume, comment un patient arrive dans ton cabinet ? Alors, dans mon cabinet, il n'y a pas de plaque, par exemple. Il n'y a pas de truc qui dit dentiste, machin. Donc, quand les patients viennent, ils ne viennent pas par hasard. Ils sont, la plupart du temps, adressés par des confrères qui nous connaissent par bouche à oreille ou par des présentations qu'on peut donner, des conférences, des articles, des choses comme ça, et qui font appel à nous pour une certaine compétence qui est donc le traitement des racines. D'accord. Il y a deux sortes de confrères qui nous adressent, les confrères nous adressent pour deux choses bien spécifiques. Soit ils nous adressent tout leur traitement de racines, c'est-à-dire il y a des amis à moi qui disent voilà, moi, ça, je pense que je le ferai jamais aussi bien que le spécialiste et j'ai pas envie de développer le plateau technique, de développer la compétence nécessaire pour traiter une partie de mes cas, sachant que de toute façon, il y a des cas qui sont trop compliqués que je vais lui adresser. Donc, il y a des gens qui prennent le parti de dire j'adresse tous mes cas. Dès qu'il y a un traitement de racine, c'est pour lui. D'autres confrères disent moi, j'ai une compétence en endodontie, je connais mes limites, je vais adresser seulement certains cas. Donc ça, c'est d'autres patients. Il y a un troisième cas de figure, c'est mince, je croyais que j'étais capable et en fait j'ai fait une bêtise et là maintenant je sais plus du tout comment m'en sortir. J'appelle au secours le spécialiste. Voilà, ça c'est les trois profils de patients et
effectivement, moi j'ai aussi une quatrième catégorie, c'est même des spécialistes qui m'adressent pour des chirurgies, parce que on peut parler de chirurgie si tu veux, mais ça c'est un acte qui fait partie de l'endodontie, de ma spécialité, mais que tous les spécialistes ne pratiquent pas, et donc dans certains cas bien particuliers, on les adresse parce qu'ils savent que j'en pratique, mais toi t'en pratiques aussi, et de plus en plus de gens en pratiquent, et je suis ravi. Donc non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que les dentistes aussi font de l'endodontie au final. Ouais, les dentistes font de l'endodontie. D'ailleurs, une énorme partie des traitements de racines qui sont réalisés aujourd'hui sont traités par des omnipraticiens. Oui, donc c'est peut-être pas la peine qu'un patient qui doit avoir un traitement endodontiste court d'emblée chez un endodontiste. Exactement. C'est-à-dire que après, c'est la notion de capacité et de compétence. Les dentistes ont été formés à pouvoir faire des traitements de racines. Après, la compétence, aujourd'hui en France, c'est une auto-évaluation. C'est-à-dire que les dentistes, doivent être capables d'eux-mêmes de savoir s'ils sont compétents pour traiter le patient et lui donner les meilleures chances de succès. La technologie fait qu'aujourd'hui, les traitements de racines sont plus simples, et donc forcément un peu plus abordable, et c'est une très bonne chose au niveau de la santé publique, je trouve. Donc les patients, en tout cas, doivent voir leur dentiste généraliste, leur omnipraticien, et cet omnipraticien, lui, sera en mesure de juger s'il est compétent ou non pour faire ce traitement. Donc il y a des grilles d'ailleurs d'évaluation qui existent sur la complexité des cas, et après, en fonction de sa compétence, on peut décider ou non de traiter tel ou tel patient. Donc si on résume, c'est quand un patient a échangé avec son dentiste ou qui lui a dit voilà, là je peux plus rien faire pour soigner votre dent, qu'il faut aller voir un endodontiste. Pas je peux plus rien faire, mais le traitement de cette dent-là nécessite une compétence que je n'ai pas, et vous aurez de meilleures chances avec un spécialiste. D'accord. C'est plutôt comme ça. Et après, il y a quand même des patients qui, et ça m'arrive de temps en temps, et ça doit t'arriver aussi, qui disent « Ah, mon amie Michel, elle a eu un traitement par vous, c'était génial, c'était super, moi j'ai la même chose. Et donc, je suis venu directement vous voir. » Ça, c'est un peu le schéma à l'envers. Et d'ailleurs, une consultation sur 2 dans ce genre de cas, c'est pas un problème relié à de l'endo, et on leur dit bah, « Moi, j'aimerais bien vous aider, mais pour le coup, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Si vous n'avez pas de dentiste, je peux vous adresser. Où habitez-vous ? Je vous donne un dentiste qui va… » Parce qu'après, les dentistes, on connaît beaucoup de correspondants, et donc je choisis souvent les correspondants, bien sûr en fonction de leurs compétences, mais aussi en fonction de leur profil, parce qu'il y a des profils de patients et des profils de correspondants, et donc j'essaye de faire correspondre les deux. Ok. Alors, merci pour cette précision-là. Et puis alors, à partir du moment où tu as un patient qui est adressé, il vient te voir en consultation, pour quelle raison tu vas lui proposer des soins ? Est-ce que c'est parce qu'il a que des douleurs ? Est-ce qu'il a des infections ? Je t'ai entendu parler de chirurgie. Et puis, globalement, comment ça se passe ? Comment ça se passe un soin d'endodontie, en fait ? Alors, c'est très très vaste comme question. Je vais essayer de synthétiser rapidement. On a 2 sortes de dents qu'on va traiter. Les dents qui n'ont jamais été traitées, et les dents qui ont déjà été traitées. Les dents qui n'ont jamais été traitées, je veux dire endodontiquement, dont les racines n'ont jamais été traitées, elles peuvent présenter 2 sortes de maladies. La première, elles sont toujours vivantes et elles sont très très douloureuses, c'est ce qu'on appelle la rage de dents. Et c'est quelque chose qui lance, qui tape très fort, et ça c'est très douloureux. Donc là, l'intérieur de la dent est toujours vivant mais très inflammatoire. Et disons qu'avec une sorte de forme de pression, d'œdème à l'intérieur, vu que la dent est comme nous en ce moment, elle est très confinée, la pulpe est confinée à l'intérieur, donc cette pression, ça tape. Et là, on va être obligé d'enlever, si le nerf est vraiment très atteint, on va être obligé d'enlever complètement le nerf à l'intérieur de la dent. Donc ça, c'est la première chose. Pour les dents qui n'ont jamais été traitées, il arrive aussi que les dents soient nécrosées, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la racine, tout est mort. C'est pas forcément douloureux, ce n'est plus forcément douloureux, mais il faut absolument aller tout nettoyer à l'intérieur, sinon ça va s'infecter.
Il y a une troisième sorte de chose, c'est dedans, ce sont les dents qui sont nécrosées avec, il peut y avoir un abcès, c'est-à-dire que l'infection qu'il y a à l'intérieur de la racine émet plein de petites toxines qui vont sortir tout au bout de la racine dans l'os parce qu'il y a un petit trou d'ouverture aussi de ce côté-là. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une inflammation au bout de la racine. Le bout de la racine, ça s'appelle l'apex. Et on a une inflammation, et cette inflammation se transcrit par l'apparition d'une lésion osseuse, abusivement, on appelle ça un kyste, mais ça peut être un granulome. Enfin, ça, c'est des digressions histologiques, mais disons une lésion osseuse au bout de la racine. Et donc, nous, notre travail, ça va être de faire un petit trou dans la dent sous microscope. On va isoler cette dent en mettant une petite bague, un petit crampon autour de cette dent. On va mettre un champ opératoire en plastique autour de cette dent. On l'isole comme pour un champ chirurgical. Et puis, on fait un petit trou dans cette dent pour accéder à la ou aux racines et aux canaux. C'est-à-dire qu'il y a deux notions. Il y a la racine qui est une entité physique, mais dans une racine, il peut y avoir 2 canaux, 3 canaux, par exemple. Et nous, notre boulot, ça va être de trouver ces canaux, c'est-à-dire l'endroit où avant, il y avait la pulpe, il y avait le nerf, et aller nettoyer, élargir toutes ces canaux, les irriguer avec des solutions désinfectantes. Et une fois que tout est très propre, on va reboucher cette dent de manière à ce que l'état de désinfection soit pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de réinfection dans le futur. Et donc, nous, notre travail dans ce genre de cas, ça va être vraiment de faire en sorte qu'il y ait moins possible de microbes dans cette racine pour que s'il n'y avait pas de lésion osseuse au bout de la racine, il n'y en ait pas qui se développe. Et s'il y en avait une, elle se résolve et que l'os guérisse de lui-même parce qu'il n'y a plus de stimulation de la part des bactéries dans les racines. Ok. C'est un peu long comme phrase, mais non, voilà. c'est... Donc ça, c'est le premier cas. Ça me paraît très clair. Ouais. Les deuxièmes sortes de dents auxquelles on a affaire, ce sont les dents qui ont déjà été traitées. Okay. Et ces dents qui ont déjà été traitées, si on nous demande de les retraiter, c'est qu'elles peuvent être, disons, mieux traitées. Alors, soit parce que radiologiquement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire on voit bien que tous les canaux n'ont pas été trouvés, on voit que le traitement précédent n'est pas allé suffisamment au fond, on voit qu'il y a un instrument cassé, par exemple, ça peut arriver, des instruments qui sont cassés dans les racines, il y a eu un axe qui n'a pas été respecté et on a ce qu'on appelle une petite perforation. Enfin voilà, il y a eu quelque chose qui fait que le traitement précédent n'est pas satisfaisant. Et donc, nous, notre travail, ça va être de reprendre ce traitement avec forcément une difficulté supplémentaire qui est quelqu'un est passé avant vous et vous a potentiellement rendu le travail plus difficile parce que les matériaux d'obturation sont très difficiles à enlever, parce que les axes ne sont plus les bons, et donc nous, notre travail, ça va être avec toute notre expérience et notre habilité clinique de reprendre tout ça et de redonner un traitement correct, d'éliminer les bactéries le plus possible et de remettre cette dent dans le bon chemin. Donc ça, ce genre de dent, on a 2 façons de l'appréhender, soit ce qu'on appelle le retraitement classique, qui est donc, on fait la même chose que pendant un traitement d'une dent qui n'a jamais été traitée, avec les difficultés que je viens d'évoquer. Mais on va plus loin. Soit la dent a une couronne qui est bien adaptée et on a, par exemple, une racine qui est infectée, ou 2, avec une lésion osseuse au bout. Mais pour retraiter cette dent de façon conventionnelle, il faudrait enlever la couronne. Parfois, il y a des gros pivots, il faudrait enlever ces pivots. Et rien que le fait d'enlever la couronne, enlever le pivot, renettoyer convenablement, refaire un pivot, refaire une couronne, quelque part, et financièrement, et en temps, et en coût biologique, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, et parfois, on est obligé d'enlever, et on diminue le pronostic de la dent, on se dit, si on laissait tout ça en place, et si on intervenait uniquement sur la racine malade, qui présente une pathologie, et on vient
et c'est la chirurgie. On vient chirurgicalement soulever la gencive, faire un petit trou dans l'os sous microscope au niveau de l'infection, et on enlève cette infection, on coupe un tout petit bout de racine, 2-3 mm, et on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on vient nettoyer la racine, mais cette fois depuis l'autre côté, c'est-à-dire depuis le bout qui est dans l'os. Mais ça revient à la même chose, c'est un traitement endodontique par accès chirurgical. C'est ce qu'on appelle les chirurgies endodontiques. C'est ce qu'on appelle une chirurgie endodontique, exactement. Donc, ok, merci pour tous ces renseignements. Alors, si je résume, en fait, au final, tu fais que t'adapter à toutes les dents, au final, que tu as en face de toi. Exactement, on s'adapte à toutes les dents, parce que là, c'est encore les cas très classiques, mais il y a encore plein d'autres situations. Mais globalement, c'est vraiment le cœur de notre métier. On a une dent et qu'on nous confie avec un patient. On nous confie un patient, il a un problème sur une dent. Et nous, notre travail, ça va être, si tu veux, de rendre le statut, disons, microbiologique de cette dent compatible avec la santé autour de la dent. Et donc, c'est-à-dire, on nous adresse un patient qui a une dent malade, infectée, etc. Et nous, on réadresse le patient avec la dent, quelle qu'elle soit, quelle que soit son anatomie, quelles que soient les données de départ, propre, nettoyée, et avec des meilleures chances de succès et de survie. C'est-à-dire, succès, c'est la lésion va guérir, et la survie, c'est oui, elle a guéri, mais on la garde en plus dans la bouche fonctionnelle, parce que on pourrait très bien dire, on traite la dent, mais on peut pas remettre une couronne dessus, et la lésion a guéri, mais cette dent n'est pas fonctionnelle, et ça, pour nous, c'est un échec. Ok, parfait. Bon, bah, merci Guillaume. Je voudrais juste qu'on revienne sur deux choses qui sont un peu les stars de l'endodontie, si tu veux, qui sont, voire même trois, qui sont liées à notre discipline. La première, c'est tout à l'heure, tu nous as parlé du champ opératoire. Bon, les bactéries, si j'ai bien compris, elles viennent de quelque part, elles viennent donc de la bouche. Tu as parlé de l'isolation du champ opératoire. Est-ce que pour toi, c'est une étape qui est importante, pas forcément obligatoire ou essentielle? Pour moi, c'est indispensable. Je suis pas, je suis pas dogmatique, mais là-dessus, il faut l'être un petit peu. On a des bactéries dans la bouche, énormément. Notre travail, ça va être de nettoyer l'intérieur des racines et donc d'éliminer toutes les bactéries. Mais il y a deux choses. Il y a l'asepsie et l'antisepsie. L'antisepsie, c'est le fait de combattre un endroit qui est déjà contaminé. Et l'asepsie, c'est le fait de travailler en étant sans microbes et sans infecter ce qui va se passer. Donc ça, c'est les notions de base et qu'on voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec toutes les précautions qu'on prend, avec la distanciation sociale, etc. Donc, ce serait absurde de penser que se tenir à l'écart des bactéries de la bouche serait inutile. Je veux dire, ça n'a aucun sens de dire on va éliminer le maximum de bactéries en travaillant dans un endroit qui est plein de bactéries. Donc, le champ opératoire qu'on appelle aussi la digue, c'est une mesure qui est simplement, extrêmement logique. Il ne devrait même pas y avoir de discussion. Mais il y a encore beaucoup, je crois que c'est quoi, 80% des dentistes qui la mettent jamais, le champ opératoire, la digue. Il y a très peu de dentistes qui la mettent malheureusement, et pour des raisons qui, à mon avis, ne sont pas bonnes, parce que ils disent oui, c'est compliqué alors que c'est très simple. Et puis, je connais aussi des dentistes qui me disent c'est très compliqué, par contre, moi j'ai un système qui permet de protéger. Et on met un crampon, un coton, un machin. Le temps qu'ils installent leur système, moi j'en suis à la moitié de mon traitement. Ouais, donc ils bricolent un peu des choses pour éviter que. Je pense que ce sont des mauvaises raisons. Et quelque part, quand on ne pose pas la digue, il faudrait que dans ce cas-là, qu'on accepte que quand on va se faire suturer une plaie chez le médecin, il se lave pas les dents et pas les dents, pardon. Il se lave pas les mains et il porte pas de gants. Je veux dire, si jamais je vais chez n'importe quel docteur qui doit me faire une procédure, s'il se lave pas les mains, qu'il met pas de gants, et je vais refuser qu'il me traite. Bah, c'est la même chose pour les traitements de racines. Donc ça, c'est un trait de notre profession qui doit évoluer là-dessus, pour le coup. Je pense que... Qu'est-ce que tu dirais à un patient qui se rend compte qu'il se fait soigner sans champ opératoire, par exemple? Tu lui conseillerais quoi?
Je sais que c'est pas facile ce que je te demande. Hein. C'est toujours très compliqué parce que il y a une notion de confraternité qui est importante. Donc je dis, j'essaye un petit peu d'édulcorer les choses en disant que voilà, on travaille chacun avec des méthodes un petit peu différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a tendance à poser ce champ opératoire et que peut-être si son dentiste ne l'a pas posé, il avait ses raisons. Peut-être qu'il que peut la poser. Raison ignore. Il peut poser. En tout cas, on peut lui conseiller de poser sa question au dentiste avant de commencer le soin, peut-être. Est-ce qu'il va poser un champ opératoire? Alors, voilà, par exemple, alors c'est amusant, ça m'arrive souvent d'avoir des patients qui me disent quoi, mais vous prenez, on leur dit le temps qu'on prend pour des traitements, ça peut durer 1h30. On leur dit, mais quoi, mais 1h30, mais qu'est-ce que vous faites pendant 1h30? Moi, mon dentiste avant, il avait fait en 20 minutes. Et ben, je dis oui, je comprends, mais en même temps, vous revenez pas voir votre dentiste pour cette dent-là parce qu'elle va pas bien, donc il y a peut-être une raison. Et puis une fois qu'on a fait le traitement, donc je dis rien de particulier, mais une fois qu'on a fini le traitement, ils disent ah ouais, mais je m'étais pas rendu compte de toute cette technologie que vous utilisez parce que les patients sont très centrés sur la technologie. Mais ils entendent des bips, ils voient le microscope, ils voient le champ opératoire, ils voient le staff, c'est aussi important, les assistantes qui sont autour de nous et qui nous occupent, enfin qui nous assistent et qui sont extrêmement professionnels. Donc tout cet environnement extrêmement professionnel, à la fin du traitement, souvent les patients se rendent compte que bah oui. Il y a bien une raison pour laquelle on les a adressés vers nous. Ok, très bien. Bon, bah merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. Tu parlais aussi donc du matériel, je rebondis dessus, hein, parce qu'au final on comprend l'intérêt de travailler sous microscope parce que tout ce qui se passe dans les racines, c'est à l'échelle du très 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 petit, du ressenti au bout de tes doigts, mais au final... Comment tu fais pour voir ce qui se passe dans une racine? Comment tu fais pour éliminer tous les obstacles? Et comment tu fais pour être certain d'aller nettoyer jusqu'au bout de la racine? Alors, c'est comme tout traitement médical, on n'est jamais sûr de rien. On traite en mettant le maximum de chance de son côté et on met en application des traitements qui scientifiquement ont prouvé qu'ils éliminaient plus de bactéries. Voilà, ça c'est ce qu'on fait. Plus de bactéries et tout en gardant le maximum de dents saines. Donc, pour voir plus qu'avant, et ce qui a vraiment changé la donne en dentiste, c'est l'utilisation du microscope opératoire. Ça a commencé en 91. La première personne c'est Gary Carr qui a introduit le microscope. 91, très rapidement aux États-Unis, ça a fonctionné et ça a été obligatoire dans les programmes. Donc ça fait une trentaine d'années que c'est utilisé en dentisterie, c'est ça? Exactement, ça fait une trentaine d'années, en tout cas en endodontie, mais ça a mis, comme tous les nouvelles technologies et comme tous les nouveaux concepts, ça a mis quand même pas mal de temps à venir, puisque je te dis, moi en 2008 en France, de nombreux spécialistes l'utilisaient en France, mais à la fac, c'était pas enseigné, c'était vraiment très nouveau, 2008. Alors qu'en France, je sais que les premières personnes à les utiliser, c'était pareil, 92. Donc, on a toujours un peu de retard. Donc, le microscope, lui, il nous permet vraiment de voir extrêmement bien, mais en vision directe. Alors, les dentistes vont dire, ben non, c'est de la vision indirecte. Oui, on regarde dans un miroir, donc c'est ce qu'on appelle de la vision indirecte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on voit avec le microscope, on ne peut pas voir au-delà d'une ligne droite. Et donc, on voit très bien ce qu'on appelle les orifices, c'est-à-dire le début des canaux. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'identifier les canaux qui sont souvent manqués, notamment dans la première molaire du haut. Ça nous permet de voir là où il y a des instruments cassés, etc., etc. Mais ça ne nous permet pas de voir plus loin qu'une courbe. Or, les racines, elles sont souvent courbées. Donc, nous, notre microscope, l'essentiel de notre procédure va se passer à ouvrir la dent, détecter le nombre de canaux,
Mais après, ça va être vraiment un travail manuel avec des petites limes très très fines qui peuvent être aussi fines que 6 centièmes de millimètre à la pointe. Et puis ensuite, c'est avec un passage d'instruments successifs et une sensation tactile, même que ce soit au doigt ou avec des moteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a des limes qui tournent. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat dans les mouvements qui existent, mais globalement, on a des limes qui tournent à l'intérieur des racines et à travers un moteur. Mais il y a quand même une sensation tactile à travers un moteur. Je me souviens quelqu'un qui me disait « Ah bah oui, mais si on utilise le moteur, on n'a pas de sensation tactile. » Et je lui ai dit bah, « Vous savez, allez dire à un violoniste qu'il ne sent pas les cordes de son violon à travers son archet. » C'est pas vrai. Je pense que les violonistes vous diront qu'ils ont une sensation tactile, même s'ils utilisent un instrument entre leurs mains et leurs cordes. Et ben nous, c'est un petit peu ça. Notre moteur, c'est notre archet. Ok, merci encore. En fait, pour rebondir sur les 3 stars de Lando que j'évoquais tout à l'heure, il y a premièrement pour moi le champ opératoire, deuxièmement le matériel avec le microscope qui nous permet de voir et la finesse des instruments au final. Qui, si on peut, parce que je sais que tu travailles beaucoup avec des fabricants d'instruments, si on peut le rappeler, ce sont des instruments extrêmement fins et qui utilisent l'industrie de l'horlogerie de précision, je crois, hein, c'est ça ? Et exactement, les instruments qu'on utilise en endodontie, à la base, effectivement, ça vient de l'industrie horlogère, et c'est pour cette raison que d'ailleurs la plupart des marques, des fabricants aujourd'hui encore, sont situés en Suisse, dans le bassin horloger. Moi, l'industrie avec laquelle je travaille, elle est dans le bassin de Neuchâtel, dans le comté de Neuchâtel, ce qui est pratique puisque du coup, ils parlent français. Avec un accent, mais il parle français. Et ils fabriquent toujours au sein de la même usine, c'est 2 entités différentes, mais des vis micrométriques pour les mouvements de montres. Donc, c'est vraiment un savoir-faire très particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie maîtrise de la préparation, de la confection d'instruments très fins. On le fait avec des machines très 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 précises et puis on maîtrise aussi les alliages. Il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites au niveau des alliages et au niveau du traitement thermique de ces alliages. Donc c'est vrai que toute cette technologie au service de nos objectifs biologiques fait qu'on arrive à augmenter tout doucement la qualité de nos traitements. Ok. Donc, les stars, la digue, le champ opératoire, le matériel. Et puis, quelque chose qui revient très souvent aussi sur l'endodontie, tu en as parlé, c'est « j'ai un instrument cassé dans ma dent ». Ça, c'est la star aussi des consultations. Est-ce que tu peux revenir dessus très rapidement ? C'est quoi un instrument cassé ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est comme un chirurgien qui oublierait son ciseau dans le ventre d'un patient ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, la problématique de l'instrument fracturé, effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Et c'est très souvent une surprise pour le patient. C'est-à-dire que c'est souvent à nous d'annoncer quand même aux patients parce qu'ils ne le savent pas forcément. Et c'est quelque chose qui les fait paniquer énormément parce que, comme tu le dis, ça ressemble à mon chirurgien a oublié une paire de ciseaux dans mon ventre ou une compresse ou un machin, ce qui a des conséquences dramatiques. Nous, c'est pas du tout aussi dramatique que ça. 1, parce que c'est pas mortel, et 2, parce que on a beaucoup de façons différentes de s'en sortir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de notre traitement, c'est de nettoyer les racines. L'instrument, en soi, il ne pose pas de problème infectieux. Le seul problème que pose ce petit bout d'instrument fracturé, c'est est-ce qu'il va nous gêner dans la procédure de désinfection de cette racine. Et très souvent, cet instrument fracturé, c'est simplement, entre guillemets, un obstacle à nos instruments pour atteindre le bout de la racine et donc tout nettoyer. Donc à partir de là, on a 3 solutions. L'objectif, ce n'est même pas d'éliminer cet instrument. L'objectif, c'est simplement de nettoyer parfaitement ce canal. Et donc, la première règle, c'est qu'on essaye de passer à côté de l'instrument.
Si on enlève l'instrument, tant mieux, le patient sera forcément un tout petit peu plus content, et puis même le dentiste est toujours un petit peu fier de lui en disant tiens, j'ai réussi à enlever un instrument fracturé, c'est cool. Mais très honnêtement, c'est pas le but de la procédure. Le but de la procédure, c'est de désinfecter parfaitement cette racine. Et quitte à laisser l'instrument à l'intérieur de la racine, et ça arrive souvent de devoir laisser des instruments, à partir du moment où on enterre, entre guillemets, cet instrument dans un canal qui est parfaitement préparé, l'instrument ne posera aucun problème. Donc on a trois solutions. 1, on passe à côté de l'instrument. 2, on arrive à l'enlever. 3, on voit que c'est au-delà d'une courbure et ça va être trop compliqué. Et dans ce cas-là, on fait une chirurgie qui nous permet d'éliminer la partie infectée au-delà de l'instrument et souvent de retirer l'instrument de façon un petit peu plus rapide. Donc, faut pas dramatiser quand il y a un instrument fracturé. C'est des choses qu'on peut gérer la plupart du temps. Ok, donc parfait. On entend que c'est extrêmement précis, extrêmement complexe, qu'il peut y avoir des obstacles pour nettoyer les racines. Combien de temps ça te prend à peu près pour nettoyer une dent, globalement ? Ça va de façon classique et routinière, entre 3 quarts d'heure et 1 heure et demie. 3 quarts d'heure et 1 heure et demie. Entre 3 quarts d'heure et 1 heure et demie, mais et sur des cas, parfois, au bout d'1 heure et demie, ça suffit toujours pas et je suis obligé de reprogrammer une séance. C'est rare, hein, mais je suis obligé de reprogrammer une séance ça dépend, hein, parfois même 1 heure et demie encore. Donc, c'est quand même très rare, mais ça peut arriver. Tout peut arriver. Donc c'est long et c'est complètement normal de passer du temps, quoi. Des fois, on passe même 2 heures, 2 heures et demie sur des dents très complexes. Ah oui, ça peut. Non, mais oui. Enfin, moi, c'est mes temps, mais bien sûr, on peut passer. Ça dure longtemps. Je pense que je dirais que c'est plutôt dans la fourchette basse des temps. Enfin voilà, je sais pas du tout ce que c'est la moyenne des temps, mais. Ok. Voilà. Et donc du coup, tout ça a un coût sur lequel nos patients sont souvent parfois un petit peu désemparés parce qu'ils comprennent pas forcément l'absence de remboursement ou l'absence de cotation par la sécurité sociale, etc. Est-ce que tu peux très rapidement nous donner ton point de vue sur ce sujet-là, parce qu'il est quand même aussi important, c'est cet accès à ces soins de qualité? L'accès aux soins, ça c'est une politique de santé et je suis pas compétent pour parler de la politique de santé. Je pense que ces soins devraient être beaucoup mieux remboursés. Je pense simplement que la spécialité en France devrait être reconnue et que l'accès à un spécialiste devrait être encouragé. Et la manière de l'encourager, c'est évidemment de jouer sur les remboursements. Mais bon, ça, c'est mon avis. Ce que je peux dire en revanche, c'est que ce qu'on fait quand on fait ce genre de thérapeutique, c'est de sauver une dent de manière à ne pas l'extraire et la remplacer par soit un bridge, soit un implant. Il faut savoir que quand on extrait une dent, si on veut la remplacer par une bridge, ça veut dire tailler et donc abîmer les 2 dents adjacentes qui bordent l'édentement. Si on pose un implant, et je pense que c'est la solution la plus conservatrice une fois qu'une dent est manquante, un implant, en tout cas à Paris, entre la pose de l'implant et la pose de la couronne, on est aux alentours de 2 500 €. Voilà. À Paris, hein. Je ne sais pas les prix autre part, mais je dis ça. La pose d'un implant, c'est très cher et très peu remboursé. Et la pose d'une couronne sur un implant, c'est très cher et très peu remboursé. Donc, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Le traitement endodontique d'une molaire, par exemple, je pense que sur Paris, ça va jusqu'à, je dirais, entre 800 et 1 000 € pour une molaire à Paris, par un spécialiste bien établi. Si on considère une couronne par-dessus, une couronne, ça doit être aux alentours de, je dirais peut-être 800 €. Je parle encore des tarifs parisiens. Donc, si on compare une dent qu'on peut sauver pour une enveloppe de 1 800 € comparé à une dent qu'on devrait extraire et remplacer par un implant à 2 500 €, l'implant est plus cher. 2, ce n'est pas votre dent, c'est-à-dire que la dent, vous aurez effectivement quelque chose qui remplace votre dent et les implants sont fantastiques pour remplacer des dents absentes.
D'accord? Il faut bien comprendre ce que je dis. Si j'avais une dent qui me manquait, j'irais demain voir un implantologiste. Mais tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je dirais que si on peut sauver les dents, on a tout intérêt à les prolonger le plus longtemps possible. Après, je fais ça aussi en fonction des patients. Je dis aux patients parfois, votre dent, c'est un cas quasi désespéré. Il y a, et je dis 20% de chance. Et ce que vous risquez, c'est de perdre du temps, de perdre de l'argent et que ça fonctionne pas. Et il y en a qui me disent, vous savez quoi, j'ai du temps, j'ai de l'argent, allons-y. Et là, il y a une espèce de contrat moral entre nous où on a bien compris, je vais déployer tous mes talents pour essayer de faire le maximum au niveau de cette dent-là, et parfois on a des bonnes surprises. Et à côté de ça, parfois je dis, voilà, vous savez, vous avez 90% de chances que ça fonctionne, mais je dis ça vraiment comme ça. Et les patients me disent, donc il y a 10% de chances que ça rate. Bah écoutez, non, alors je peux pas me permettre 10% pour des raisons X ou Y, je préfère un implant. Ok. Mais chacun choisit en conscience. Ok. Parfait. Merci pour cette réponse très très claire. Tu as dit aussi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dans un livre là qui s'appelle Vos dents vous parlent et que nous on a acheté avec Margot et qui est absolument hyper complet, un bouquin de vulgarisation vraiment parfait qu'a écrit le docteur Catherine Rossi. Elle explique, elle a un chapitre sur l'endodontie qui est, moi je trouve, extrêmement détaillé et très bien fait. Mais elle a une phrase aussi que j'aime beaucoup. Qu'elle cite un endodontiste réputé, sans dire son nom, le meilleur des traitements de racines est celui que l'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu serais d'accord pour rejoindre son point de vue ou pas, de garder tant qu'on peut les dents vivantes le plus longtemps possible? Alors, je pense savoir à peu près de qui est l'endodontiste qui a fait la citation, et donc on peut reprendre aussi une de ces phrases fétiches qui est aussi la mienne, c'est que le meilleur matériau d'obturation pour la racine, c'est la pulpe. Je pense que c'est le même dentiste. Je sais pas, il n'y a pas de nom. En fait, évidemment, tant qu'on peut garder la dent vivante, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur et d'enlever la pulpe, évidemment, c'est le meilleur traitement possible. Et aujourd'hui, alors malheureusement, nos capacités de diagnostic n'ont pas été. On fait toujours les diagnostics comme on les faisait il y a 50 ans, et donc là-dessus, ça n'a pas progressé. Je pense que c'est une voie de recherche intéressante. Mais aujourd'hui, on avait tendance à penser avant que quand la pulpe, le nerf était inflammé, c'était tout le nerf qui était inflammé. Or, on sait aujourd'hui que bien souvent, quand on a cette rage de dent, c'est en réalité la partie haute de la dent qui est inflammatoire. Et on sait aujourd'hui qu'avec les matériaux qu'on a à notre disposition, le microscope et les techniques opératoires, les études, la recherche scientifique, on sait qu'on peut amputer une petite partie simplement du nerf de la dent et ce qu'on appelle la coiffer avec un matériau biocompatible, et on sait que ça fonctionne extrêmement bien. Donc aujourd'hui, on est moins interventionniste et on va essayer de limiter les traitements endodontiques où vraiment on va intervenir à l'intérieur de la racine aux dents qui vraiment le nécessite, c'est-à-dire que les inflammations extrêmement importantes, on ne peut pas stopper le saignement, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de thérapies qui nous permettent de conserver les dents vivantes, et on essaye d'aller vers cette direction. Donc on va tout faire pour les garder. Super, ok. Eh bien écoute, merci Guillaume, merci beaucoup, parce que c'est pas évident de résumer cette discipline en une petite heure. Elle est tellement complexe, tellement exigeante, tellement difficile. On l'a vu dans ton parcours, on a compris que c'était un peu un parcours du combattant à notre époque pour devenir endodontiste. Donc bravo déjà d'avoir fait ce parcours-là, bravo de nous avoir éclairé sur tous ces points de vue. Je voudrais te terminer avec une dernière question très concrète. Tu as un patient qui est adressé chez un endodontiste. Quel conseil tu lui donnerais pour choisir son endodontiste ? C'est un peu compliqué comme question, parce que ta question, elle suppose que une fois qu'il est dans le cabinet, il a encore le choix d'être traité ou pas par cet endodontiste. Alors que une fois qu'on est chez le praticien, c'est un peu trop tard.
Mais je dirais que la première chose, mais même ça commence chez l'omnipraticien. Quand on est avec un omnipraticien chez qui on a réussi à créer une relation de confiance, qu'il utilise des choses assez simples, mais où les mesures d'hygiène sont respectées. Aujourd'hui, on voit par exemple que l'hygiène a pris un sens considérable et on a l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui se sont réveillés en se disant « Ah ouais, tiens, c'est vrai que je me lave jamais les mains. » Je pense que déjà, quand on arrive chez un dentiste et qu'on voit que les conditions d'hygiène sont respectées, que le matériel est à jour, ça, c'est déjà vraiment un critère très, très symptomatique de la qualité des soins qui vont être prodigués. Et donc, une fois qu'on a établi cette relation de confiance avec son omnipraticien, généralement, l'omnipraticien va choisir un correspondant qui correspond lui-même aux standards qu'il s'impose. Et donc, faire confiance à son omnipraticien, c'est déjà un gage de qualité pour le choix de son endodontiste. Parfait, tu as parfaitement répondu à la question. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris le temps dans cette période un peu étrange, mais au moins qui nous permet de travailler sur d'autres vecteurs de communication. Merci beaucoup, Guillaume. Ça a été un plaisir, en tout cas, d'avoir échangé avec toi. Et puis, écoute, il me reste encore une fois te remercier, te faire une grosse bise et te dire à très bientôt. Et je remercie aussi Margot qui était là pendant toute notre intervention et qui l'a guidée par les... Bonjour à Margot, bonjour à tous les deux et bon confinement, restez chez vous et prenez soin de vos dents. Exactement. Merci beaucoup. Allez, gros bisous. Ciao. Merci les copains pour votre attention et votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Alors si l'on doit retenir 3 choses importantes de cet échange, c'est que premièrement, le champ opératoire ou la digue est la première étape incontournable pour un soin de racine effectué dans de bonnes conditions. Aucun soin ne devrait être fait sans la pose de ce champ opératoire. Deuxièmement, sauver les dents et les garder fonctionnelles dans la bouche, c'est le but ultime des traitements endodontiques. Et troisièmement, la technologie avance, les instruments sont de plus en plus précis et tout cela mêlé au savoir-faire du praticien nous permet d'envisager des taux de succès extrêmement élevés sur les traitements endodontiques. Un grand merci au docteur Guillaume Joigny de s'être prêté à l'exercice et d'avoir répondu à nos questions avec franchise. Merci à Pauline pour tout le travail de montage et de post-production qu'elle réalise. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt et surtout les amis, prenez soin de vos dents. Dans tes dents.